Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de SES de Terminal, comment est organisée la société française actuelle. Dans la vidéo précédente, nous avions vu la théorie de la structure sociale de Karl Marx, centrée notamment autour de la notion de classe sociale et du principe de la lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat. Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à la théorie de la structure sociale de Max Weber, qui est traditionnellement opposée à celle de Karl Marx, notamment à partir des travaux de Raymond Aron. Dans cette vidéo, je vais donc tâcher de mettre en avant les différences entre ces deux théories de la structure sociale. Une première différence qu'on peut signaler qui va finalement être juste une parenthèse au sens où ce n'est pas quelque chose qu'on va attendre lors d'une réponse au niveau du bac, mais c'est quelque chose qui finalement est utile puisque ça permet de comprendre l'ensemble des différences qu'on va présenter ensuite entre la théorie de la structure sociale de Karl Marx et celle de Max Weber. C'est la question des objectifs et des ambitions poursuivies par chacun de ces auteurs. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Karl Marx est un économiste, un sociologue, un historien, un philosophe, peut ainsi être étudié dans chacune de ces disciplines, mais c'est aussi quelqu'un qui a des ambitions et des objectifs politiques clairs en matière de défense des droits des travailleurs et d'avènement du communisme. A l'inverse, Max Weber, lui, a uniquement des objectifs scientifiques et analytiques et il se détache de toute ambition politique. Si vous regardez par exemple l'ouvrage qui ici nous intéresse le plus, Économie et Société, qui a été publié en 1921 à titre posthume, c'est finalement un peu structuré comme une encyclopédie où il donne une liste de notions qu'il développe pour bien les expliquer et qui peuvent être utilisées pour étudier et décrire différents types de sociétés dans différents pays à différentes époques. Il ne considère donc pas qu'il y a un processus qui guiderait l'évolution des sociétés de façon générale, comme on peut le retrouver avec le dialectisme matérialiste, ou le matérialisme dialectique peut-être plutôt, de Karl Marx. Donc ça c'est important de se dire, Max Weber il a finalement plus une approche qu'on a aujourd'hui en sociologie, de avoir des outils, avoir des notions qu'on peut utiliser pour étudier différentes sociétés, différents phénomènes, plutôt que d'avoir une théorie qui guiderait tout, qui expliquerait l'ensemble de l'évolution des sociétés. Première différence, la façon de définir les classes sociales. En effet, Max Weber reconnaît, comme Karl Marx, qu'il existe des classes sociales et qu'elles structurent la société. Cependant, il les définit différemment et adopte plutôt une approche nominaliste, qu'on va opposer à l'approche réaliste de Karl Marx. J'explique la différence entre les deux. Dans le cadre d'une approche nominaliste comme celle de Max Weber, on considère qu'une classe sociale va être définie uniquement à partir de critères objectifs, définis par le ou la sociologue, et qu'on ne va du coup pas s'intéresser à ce que pensent les individus et à comment est-ce qu'ils agissent concrètement. On va juste dire voici les critères qui permettent de regrouper telle et telle personne dans une même classe sociale et qui vont donc permettre de distinguer les différentes classes sociales. On est uniquement du coup d'un point de vue d'un sociologue ou d'une sociologue, d'un scientifique ou une scientifique qui analyse la société et qui ne s'intéresse pas à ce que pensent les individus qui les étudient. De l'autre côté, vous avez l'approche réaliste de Karl Marx qui signifie pas qu'elle est plus proche de la réalité ou qu'elle serait justement meilleure, plus vraie finalement. Ça ne signifie pas du tout ce qu'on veut dire quand on parle d'approche réaliste, mais en l'occurrence, l'approche réaliste de Karl Marx considère que certes, on a des critères objectifs qu'on a vus finalement à travers la notion de classe en soi. C'est uniquement pour classer un individu dans une classe en soi, c'est uniquement à partir de critères objectifs. Mais en plus de ça, avec la notion de classe pour soi, Karl Marx prend en compte justement ce que pensent les individus, comment est-ce qu'ils s'identifient, se classent eux-mêmes dans différents groupes sociaux et comment est-ce qu'ils agissent et s'organisent pour défendre leurs intérêts. On l'a dit, dans la notion de classe pour soi, il y a l'idée que pour qu'une classe sociale soit vraiment justement pleinement reconnue comme classe sociale, il faut que les individus qui en font partie aient et revendiquent une identité collective, mais aussi s'organisent à travers des partis politiques, des syndicats, pour défendre leurs intérêts communs. Pour Max Weber, son approche nominaliste, si finalement vous avez tous les membres d'une classe sociale qui ne pensent pas faire partie de la même classe sociale et qui ne s'organisent pas pour défendre leurs intérêts, ce n'est pas grave, ça n'empêche pas qu'ils font quand même partie, à partir des critères objectifs qu'on a définis, de la même classe sociale.
Donc là, on peut rapidement se demander quels sont les critères que Max Weber utilise pour définir une classe sociale et pour classer les individus dans telle ou telle classe sociale. En l'occurrence, Weber reconnaît deux types de classes sociales. Les classes sociales fondées plutôt sur la possession, sur le niveau de richesse, donc soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre en gros, soit vous pouvez consommer beaucoup de choses, soit au contraire vos possibilités de consommation sont plus que réduites. Et autre type de classe sociale fondée cette fois-ci sur la place dans les rapports de production et notamment la position sur le marché du travail. Soit vous êtes du côté plutôt des personnes qui vont proposer leur force de travail, et donc plutôt du côté de l'offre de travail, soit vous êtes du côté des entreprises, des employeurs qui vont recruter la force de travail, donc plutôt du côté de la demande de travail. Avec des nuances, puisque Max Weber reconnaît plus facilement l'existence de niveaux intermédiaires et de travailleurs et travailleuses qui sont donc plutôt du côté de l'offre de travail, qui vont donc proposer leur force de travail, mais qui vont proposer une force de travail qualifiée, rare, recherchée, et qui vont donc avoir un plus grand pouvoir de négociation sur le marché du travail que des travailleuses et travailleurs non qualifiés. Donc là, finalement, on retrouve un peu ce que dit Marx, mais de façon plus complexifiée, puisque pour Marx, possession et position dans les systèmes de production, c'est la même chose. Pour Weber, c'est pas toujours exactement la même chose, et il y a aussi des nuances, on n'est pas dans une vision binaire, il y a des niveaux intermédiaires. Autre différence entre la théorie de la structure sociale de Karl Marx et celle de Max Weber, le fait que Max Weber reconnaît l'existence d'autres critères de structure sociale que le critère économique et d'autres types de groupes sociaux que les classes sociales. Pour Karl Marx, la structure sociale est uniquement déterminée par la structure économique et tout le reste est finalement marginal. Pour Max Weber, c'est finalement plus compliqué que ça. Et certes, dans certaines sociétés, la structure sociale est avant tout déterminée par la structure économique, mais dans d'autres, vous allez avoir d'autres critères, d'autres ordres d'organisation, d'autres types de hiérarchie que la question de la richesse et de la position dans les rapports de production. Il reconnaît ainsi, à côté des classes sociales, l'existence de groupes de statut. Donc, petite définition, un groupe de statut est un ensemble de personnes partageant un même niveau de prestige et un style de vie particulier. Donc, même niveau de prestige, style de vie particulier. Et certes, il y a des liens entre classe sociale et groupe de statut. On peut considérer, notamment dans les sociétés capitalistes contemporaines, les sociétés de consommation, que le niveau de richesse et les possibilités de consommation déterminent le prestige et permettent justement d'avoir accès à un style de vie particulier, avec plusieurs résidences, des voyages fréquents, des jets privés, etc. Et simplement le fait d'être riche est en soi source de prestige. On peut aussi voir à travers finalement les célébrités et les influenceurs, qui sont à mes yeux plutôt un groupe de statut, que justement le prestige qui va découler de ces personnes peut être converti en revenus et en richesse, en source de richesse. Donc là, on a des personnes justement, typiquement quand on parle d'influenceurs, vraiment on parle de la capacité de ces personnes à influencer d'autres personnes, en tout cas à être suivies, à être reconnues et à avoir un certain niveau de prestige en fonction de ça par une certaine communauté. Et cette influence, ce prestige, est ensuite justement converti en revenus et en source de richesse. Mais pour Max Weber, ce lien entre classe sociale et groupe de statut n'est pas automatique, alors qu'il le serait plus a priori chez Karl Marx. Il considère que vous pouvez avoir des groupes de statut, notamment il prend l'exemple des groupes religieux, qui vont avoir du coup une position prestigieuse, qui vont avoir un style de vie bien particulier qui va les distinguer du reste de la société, mais qui ne va pas se caractériser par de l'accumulation de richesses. Donc là, voilà, l'exemple typique qu'il prend, c'est les groupes religieux. Et finalement, si on pense à l'organisation de la société sous l'Ancien Régime, à l'inverse, le tiers-état, tout ce qui regroupe les personnes qui font partie du tiers-état, c'est justement le fait qu'ils n'ont pas une position aussi prestigieuse que les membres du clergé ou de la noblesse, même si au sein du tiers-état, vous avez les bourgeois qui peuvent avoir finalement plus de richesses, des revenus plus importants que le clergé ou la noblesse. Donc là, on voit bien une rupture, un lien qui n'est pas automatique entre groupe de statut et donc niveau de prestige et classe sociale et richesse. À côté des classes sociales et des groupes de statut, Max Weber reconnaît aussi l'existence des partis politiques, qu'on peut définir comme un ensemble de personnes qui s'organisent pour conquérir le pouvoir politique.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement, selon Max Weber, il n'y a pas de lien automatique et systématique entre les partis politiques et les classes sociales ou même le groupe de statut. Certes, un parti politique peut représenter et défendre les intérêts d'une certaine classe sociale ou d'un certain groupe de statut. Et pour Karl Marx, finalement, justement, c'est uniquement ça qu'on retrouve. Les partis politiques servent uniquement à défendre les intérêts d'une classe sociale, soit de la bourgeoisie, soit du prolétariat. Et la question, c'est justement qui va conquérir le pouvoir politique et la direction de l'État. Pour Max Weber, au contraire, les partis politiques sont soumis à des logiques propres, peuvent mélanger les intérêts de différents groupes sociaux et ne pas être liés à un seul groupe social, à un seul type d'intérêt. Alors juste une petite précision, quand justement dans une réponse à une question où vous présentez la différence entre la théorie de la structure sociale de Karl Marx et celle de Max Weber, vous ne pouvez pas dire Karl Marx reconnaît l'existence de seulement deux classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat, alors que Max Weber reconnaît l'existence de, par exemple, trois classes sociales, les classes sociales. Donc là, vous voyez, il reconnaît l'existence de trois classes sociales, dont les classes sociales. Là, il y a un problème. Les classes sociales, les groupes de statut et les partis politiques. Ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt Karl Marx reconnaît l'existence d'un seul type de groupes sociaux, les classes sociales, d'un seul critère de structuration de l'espace social, le critère économique et la position dans le système de production, alors que Max Weber reconnaît l'existence de plusieurs critères de structure sociale, trois en l'occurrence, la question de la richesse et de la position dans le système de production, la question du prestige et la question du pouvoir politique. Voilà, faites attention à votre formulation et à ne pas dire que voilà, Marx reconnaît l'existence de deux classes sociales alors que Weber, il y aurait trois classes sociales ou trois groupes sociaux, parce que là du coup on compare des choses qui ne sont pas comparables. J'espère que je suis assez clair, en tout cas voilà, faites attention à cette formulation. Dernier point de différence entre la théorie de la structure sociale de Max Weber et celle de Karl Marx, alors que la théorie de Karl Marx est centrée sur la notion de lutte des classes et du conflit fondamental entre la bourgeoisie et le prolétariat et de la relation de domination de la bourgeoisie sous le prolétariat qui structure l'ensemble de la société, on ne retrouve pas une logique aussi importante dans la théorie de Max Weber. Certes, il reconnaît qu'il peut y avoir des conflits sociaux, que les différents groupes sociaux peuvent justement être en conflit et qu'il y a de fait dans chaque ordre, dans chaque sphère économique, sociale et politique, des relations de domination. Mais puisqu'on n'est pas sur une structure sociale qui est centrée sur un seul critère, sur une seule dimension, finalement, on ne peut pas dire que la seule logique de domination et de conflit dans les sociétés, c'est la question de la lutte des classes et de l'opposition sur l'organisation du système de production. Au contraire, pour Max Weber, vous pouvez avoir toutes les combinaisons possibles et justement considérer que à certains moments, différentes classes sociales qui ont des intérêts économiques opposés vont entrer en alliance pour défendre, par exemple, pour s'opposer à un groupe de statut. On a quasiment fini, mais juste avant justement de terminer, je voudrais juste vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, et j'espère que c'est le cas, n'oubliez pas de l'indiquer avec un petit thumbs up ou de laisser un commentaire. Voire les deux, ce serait parfait. Donc si je résume finalement les différences entre la théorie de la structure sociale de Karl Marx et celle de Max Weber, j'attire d'ailleurs votre attention au fait de ne pas confondre les noms et prénoms de ces deux auteurs. Ne dites pas Karl Marx ou Marx Weber. Faites bien attention, je comprends que forcément il y en a un qui s'appelle Marx, il y en a un qui s'appelle Max, donc c'est assez proche et on peut mélanger. Mais voilà, faites attention quand vous écrivez et pensez justement à vous relire. Donc si on résume les différences entre ces deux théories, on en a essentiellement trois. Premier point, la question de la définition et de l'approche des classes sociales, une approche nominaliste uniquement fondée sur des critères objectifs du côté de Max Weber, une approche réaliste qui prend en compte ce que pensent les individus et la façon dont ils s'organisent du côté de Karl Marx, qui n'est pas uniquement fondée là-dessus, mais qui le prend en compte. Deuxième différence, la question finalement, est-ce que la structure sociale est uniquement fondée sur la structure économique, ce qui est le cas dans la théorie de Karl Marx, alors que chez Max Weber, vous avez d'autres critères de structuration, comme le prestige et le pouvoir politique. Et enfin, la question de la place du conflit, notamment entre les classes sociales,
Karl Marx reconnaît que c'est fondamental la question de la lutte des classes et finalement ce qui dirige l'évolution des sociétés et notamment du coup des sociétés capitalistes, alors que pour Max Weber, le fait qu'il y ait différents critères de structuration rend les relations entre les différents groupes sociaux, classes sociales, groupes de statut et partis politiques plus complexes et finalement dépend de critères et de conditions particulières. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est bien clair et je vous souhaite une bonne journée.